L'auteure militante et étudiante en droit Aurélie Lanto a mis le feu à Internet la semaine passée en publiant une chronique dans laquelle elle se penche sur notre rapport au travail. Est-ce qu'on travaille trop? On fait le point avec la chroniqueuse en direct de nos bureaux autour d'un café, puis accessoirement de mes patrons. Aurélie, merci d'être ici. Ça fait plaisir. Mais Merci en contexte, jeudi passé, sur urbania.ca, tu as publié une chronique intitulée « Je ne sais pas quand je vais vivre », dans laquelle tu te penches sur le temps qu'on accorde à notre job, le travail, je te cite, qu'on nous encourage agressivement à accomplir avec le sourire, et sur la précarité actuelle de beaucoup d'emplois pour lesquels il faudrait quand même donner notre 110 %. Il y a une grande question avec laquelle on finit après ton texte, puis c'est « Est-ce qu'on travaille trop? » Réponds-moi. Je ne sais pas si on travaille trop. Je pense que ça dépend des gens. Je pense que ça dépend du temps que chacun veut investir dans son travail. Il y a des gens qui ont du travail qui, évidemment, les passionne, à travers lequel ils et elles sont capables de s'accomplir. C'est vraiment pas un problème. Je veux dire, j'en suis. J'imagine que tu en es aussi. Moi, ce que je voulais souligner, c'est le fait que, bon, on est à un moment où il y a des transformations importantes qui arrivent dans le milieu du travail. Est-ce que c'est pire ou mieux qu'avant? Je ne sais pas, mais chose certaine, le monde du travail se transforme. De quelle transformation tu parles? Bien, il y a plusieurs choses. La première chose que je vois et qui, moi, correspond à ma réalité et ce que je voulais décrire dans le texte, bien, il y a le fait que de plus en plus, les entreprises, les organisations économiques vont sous-traiter les corps de métier à l'intérieur des organisations. C'est-à-dire que on va se retrouver dans une situation où, de plus en plus, on va faire appel à des gens de l'extérieur de l'organisation sur une base contractuelle pour accomplir certaines tâches. Ça, je pense que dans le monde des médias, c'est un endroit parfait pour l'observer. Hein? On va faire appel, au lieu d'avoir des salariés à l'intérieur de l'entreprise, on va faire appel par contrat avec des illustrateurs, des journalistes. On est tous même. un peu pigistes. Tout le monde devient un peu pigiste. Bon. Là, ça peut être intéressant parce que ça amène une certaine flexibilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Lorsqu'on sort de la logique salariale, sans dire nécessairement que tout est beau avec le salariat, c'est pas ça du tout, mais lorsqu'on sort de ça, ça fait aussi en sorte qu'on a moins accès à des protections sociales, qu'on a moins accès à une stabilité d'emploi, qu'on doit souvent aussi travailler plus d'heures pour être capable d'arriver, carrément. Alors là, bon, on se dit, quand on occupe une profession qui est stimulante, qui est intéressante, quand on est un professionnel, quand on est, je sais pas, un traducteur, un consultant, peu importe, ça peut encore aller. Encore que ça gruge beaucoup sur nos vies, c'est sûr, mais ça peut encore aller. Mais quand on est un travailleur non qualifié, quand on est un livreur, quand on a que ses bras à offrir pour travailler, quand on est un bas salarié, bien, on peut voir assez rapidement à quel point ça peut rendre la vie insupportable. Et puis moi, c'est ça qui m'intéressait. D'une part, parce que je pense que ça crée toute une série de difficultés pour des travailleurs qualifiés comme toi et moi qui ont l'impression que le temps du travail colonise sans cesse l'entièreté de leur existence. Mais on est quand même encore dans la sphère des privilégiés. Mais oui, complètement. Parce qu'il y en a aussi qui ont répondu à ta chronique en disant, ben si tu es très occupé, c'est parce que tu as du succès. Donc, tu me parles d'un first world problem. Certainement. Puis je veux dire, ça existe ça aussi. Puis moi, je peux comprendre que quelqu'un qui travaille dans les médias, quelqu'un qui travaille dans le monde du spectacle, un artiste qui soudain est très en demande, mais bien sûr qu'il ne va pas compter les heures. Mais ce qui arrive, c'est que pendant ce temps-là, on ne réfléchit pas aux conditions de travail dans lesquelles œuvre la majorité des travailleurs et des travailleuses. Puis c'est vrai, bon, dans le secteur privé, donc avec l'expansion, si on veut, de la logique contractuelle pour l'emploi, mais c'est vrai aussi dans le secteur public. Hein? De plus en plus, on va encourager, on va contraindre les gens à travailler plus d'heures pour des salaires qui stagnent, dans des conditions toujours plus difficiles. Je pense qu'il suffit de regarder ce qui se passe en santé puis en éducation au Québec pour le voir. Et puis, pendant tout ce temps-là, mais on n'a jamais cette conversation-là. On va souvent... Jamais. On va continuer à se dire, bon, ben souvent, on va parler des millennials. On va dire, ben, qu'est-ce qu'ils pensent, les millennials? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont paresseux? Bon, d'abord, là, on va se dire une affaire, là, quand on parle de millennials, c'est une catégorie qui ne veut rien dire. C'est pas une catégorie sociologique, c'est une catégorie de marketing et qui ne nous dit pas grand-chose de plus que la date de naissance d'une personne. Puis on s'entend que ça nous renseigne pas beaucoup. Puis reste là, hein, les dates sont très changeantes, dépendant de qui parle du millennial. C'est très mouvant. Et puis ben là, on va questionner le rapport individuel qu'ont
les 10 millennials avec leurs emplois, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, leurs attentes, leur ci, leur ça, mais on ne parle jamais de ce qui se passe, des conditions économiques et politiques qui forgent le monde du travail. Puis dans les transformations que tu cites dans l'article, il y a aussi le nouveau vocabulaire qu'on utilise pour camoufler les rapports de force. Donc, on est tous collaborateurs, on est partenaires, puis notre poste n'est pas précaire, il est flexible. Fait que c'est comme si on avait une toute nouvelle façon de parler du travail, mais qui va pas si bien, finalement. Pas du tout. On utilise beaucoup un vocabulaire ludique pour masquer des rapports d'exploitation ou de domination, en fait. Après, ça peut avoir une vraie fonction. On peut être de véritables partenaires. Oui, effectivement, il peut y avoir... Je pense que c'est vrai que de plus en plus, dans certaines organisations, les gens commencent à remettre en question, pour vrai, les structures hiérarchiques, le travail plus collaboratif. Bon, je pense que ça peut exister également. Là où il y a un problème, c'est quand on se met à essayer de maquiller des difficultés qui sont grandissantes au sein des organisations. C'est-à-dire, au lieu de se demander comment ça se fait que nos employés partent autant en burn-out, puis comment ça se fait que finalement, on n'est jamais sûr d'un 6 mois à l'autre si nos contrats vont être renouvelés, bien, ce ne sera plus de la précarité, ce ne sera plus de l'insécurité. Là, c'est flexible, c'est le fun. Vous allez vous diriger vers d'autres opportunités. Et puis vous devenez votre propre patron. Exactement. Puis ça, il y a quelque chose d'excessivement pervers là-dedans, puis qui est souvent associé à des nouvelles méthodes de management qui, en fait, misent sur le travail à rabais et sur le temps infini que les gens sont prêts à donner pour leur travail sans nécessairement avoir une contrepartie intéressante, à des gens à qui on demande de faire toujours plus avec moins et avec le sourire. T'es pas très fan de l'expression « on dormira quand on sera mort » qui a été revendiquée par Jay du Temple dans un article aussi publié sur urbania.ca. Pourquoi tu penses qu'on a tendance à glorifier les overachievers, ceux qui sont prêts à se tuer au travail? Oui. Bien, je pense que cet article-là en particulier s'appliquait à un contexte très précis qui était celui d'une personne qui travaille dans le monde du showbiz. T'sais. Exactement. Puis où, effectivement, un humoriste, animateur qui là, voit exactement. Son succès exploser. C'est ça. Puis ça, je peux comprendre qu'on se dise, ben là, hey, j'ai attendu ça, tu sais, toute mon adolescence, tout le début de ma vie adulte, que ça s'enflamme puis que ça fonctionne pour moi, fait que, gars, je vais pas compter. Ça, je peux comprendre. Mais il y a quand même un très gros point aveugle qui est celui de la société de performance, en fait. Hein? Les injonctions qu'on met sur les gens pour travailler toujours plus et surtout pour se définir d'abord et avant tout à travers le travail rémunéré qu'ils font, qu'ils et elles font, je crois que c'est un vrai problème. Et quand je disais que le travail nous empêche de vivre, moi, c'est ça que je voulais pointer du doigt précisément. Parce que beaucoup de gens vont dire, bien, ma vie, l'aspect le plus épanouissant de ma vie se trouve au travail. Ça se peut. Mais moi, oui, bien sûr, quand tu es un créateur, quand tu accomplis une profession à laquelle tu as rêvé toute ta vie, quand tu as un travail aussi qui est impliqués dans ta collectivité. Je sais pas, les gens qui travaillent dans les groupes communautaires, les gens qui, je sais pas, des avocats, par exemple, qui vont défendre un certain type de clientèle, qui veulent... Bon, des professionnels de la santé également, qui font un travail qui est très humain, qui est plein de sens. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut pas dire... S'il y en a qui travaillent beaucoup, ben oui, exactement. Mais... C'est pas ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que la portion du travail rémunéré et salarié empiète beaucoup trop sur le temps dont on dispose pour s'impliquer dans notre collectivité, pour réfléchir à la façon dont on vit. Et ça, je le dis dans une perspective qui est d'organisation collective de notre vie. Si le temps qu'on passe, c'est tout du temps productif qui est consacré à déployer des efforts dans des organisations, dans les organisations au sein desquelles on travaille, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour aménager des espaces où on crée des liens avec les autres, où on réfléchit à notre rapport à l'environnement, à des projets de société, à des projets politiques. C'est difficile, non, de se dégager du temps pour soi quand on est inondé d'articles, de blogs, de podcasts, de mille et un trucs pour être plus productif. Je pense pas qu'on soit très encouragé à mettre la pédale douce. Non, sur vraiment nos pas. ambitions. Ça, c'est clair. Ça, c'est peut-être un petit peu différent comme raisonnement, mais c'est celui du fait que
le temps d'arrêt n'existe plus. Même nos temps libres sont colonisés par toutes sortes de recommandations, puis d'objectifs, puis d'incitation à la performance, là, de faire des sports, de faire de je sais pas quelle activité, de la déco, machin. C'est comme si on sortait... Il n'y avait jamais de temps mort. Alors qu'on sait que ces temps morts-là ne sont en fait pas du tout morts. C'est les moments où... Exactement, c'est les temps qu'on prend. On se demande pourquoi les gens lisent plus, puis pourquoi les gens vont pas voir des pièces de théâtre. Bon, il y a des questions d'accès, évidemment, mais je veux dire, on n'a plus le temps de laisser notre esprit s'intéresser à des choses qui n'ont pas aucun lien avec la performance. On a des agendas bullet. Oui, c'est ça. Puis il faudrait réussir même nos loisirs. Oui, c'est vrai. Tu demandais tantôt, on se demandait est-ce qu'on travaille trop? En tout cas, on travaille plus. Statistique Canada a des chiffres assez intéressants là-dessus. J'ai envie de t'en parler. Au Québec, si on compte les heures qu'on met au travail qui ne sont pas nécessairement rémunérées, donc les courriels qu'on prend le soir, si on prend en compte tout le travail qu'on fait, la semaine de travail des Québécois est de 46 heures. Puis là, on ne parle pas juste des Québécois qui travaillent à temps plein, c'est une moyenne, c'est immense. Puis ça a beaucoup augmenté parce qu'au Canada, en 86, 17 des travailleurs consacraient 10 heures à leur journée de travail. En 2005, ça fait un bail, 25 des gens travaillaient plus de 10 heures par jour. C'est incroyable. Puis ça, je pense que c'est le corollaire de la précarisation de l'emploi aussi, puis de la disparition des vacances, puis des avantages sociaux, puis des perspectives de retraite. Et puis, il faut travailler plus. Bien, on est forcé à le faire. Alors, puis moi, je trouve ça hallucinant parce que je pense qu'au Québec, on a un retard par rapport à certaines sociétés européennes, par exemple, sur les discussions sur la réduction du temps de travail. En France, en Belgique, il y a des débats et des conversations dans l'espace public qui sont amorcés depuis un bon moment déjà sur la possibilité de réduire le nombre d'heures travaillées sans diminution de rémunération. Donc, il y a des choses qu'on pourrait faire. Il y a tout plein de choses qu'on pourrait faire. Puis là, honnêtement, moi, je suis pas une experte de ces solutions-là. Là, je ne fais que constater. Je suis assez... ça m'intéresse, mais bon, je ne suis pas du tout experte en la matière. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Mais une des choses qu'on peut faire, premièrement, c'est de tenir mordicus au maintien des protections sociales et des compensations et des mesures de solidarité diverses que les travailleurs revendiquent. C'est de revaloriser les formes d'imposition progressive qui assurent une redistribution de la richesse qui permet de financer ces mesures-là. Or, on est un peu en train de déserter le champ de ces réflexions-là. Hein? On passe notre temps à taper sur la tête des syndicalistes parce qu'eux disent que ce serait le fun qu'on augmente les conditions de travail. Alors que ce sont grâce à eux Alors qu'on a acquis. C'est ça. Il y a plein les universités, des gens qui travaillent sur le travail, qui s'intéressent au travail, mais quand on se met à parler des enjeux en lien avec le travail, bien, on va tout placer dans une perspective individuelle. On va dire... On a oublié que collectivement, on avait il y a quelque chose, puis qu'il y a des gens qui réfléchissent sérieusement à ces questions-là, puis que étant donné que c'est une partie très importante de nos vies, peut-être que ce serait intéressant qu'on se mette à y réfléchir dans une perspective un peu plus politisée, disons. Puis même d'un point de vue légal, par exemple, les Français, depuis 2017, depuis janvier dernier, lorsqu'ils travaillent dans une entreprise qui engage plus de 50 personnes, ne sont plus tenus de prendre leur courriel ou leur texto ou les appels hors des heures de travail. Ils ont un droit à la déconnexion. Justin Trudeau a dit qu'on avait sensiblement la même chose, mais que c'était pas aussi précis. Mais donc, même d'un point de vue légal, on pourrait faire des trucs. On pourrait faire plein de choses, certainement. Puis je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, de leur propre chef, commencent à mettre en place certaines mesures pour améliorer les conditions dans lesquelles leurs employés travaillent, parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne fonctionne pas du tout. Ils vont aménager des beaux espaces, etc. Puis c'est vrai que ça fait une différence de donner une flexibilité, une vraie flexibilité, là, la possibilité de prendre des congés, pour faire une conciliation, rendre plus facile la conciliation avec la vie de famille, etc. Mais le problème, c'est que tout ça n'est laissé qu'au bon vouloir de certaines entreprises. C'est pas une démarche qu'on entreprend collectivement puis qui forcerait à élever le niveau pour tout le monde. Donc oui, il y a plein de choses qui se font dont on peut s'inspirer, mais je pense que ce serait le fun qu'on prenne action collectivement également. Ta chronique a énormément fait réagir. Je suis curieuse de savoir quels sont les commentaires qui sont revenus le plus souvent. Bien, oui, il y en a un qui est revenu vraiment souvent puis qui m'a vraiment tapé sur les nerfs, qui était de dire, bien,
Je pense que la première chose à faire, c'est de choisir un travail qu'on aime. Ben justement, non. En ce moment, là, faire un travail qui nous passionne, c'est pas assez. C'est pas assez pour échapper à la précarité. Et ça demeure un privilège. Déjà, la majorité des gens n'ont même pas le luxe de se demander si le travail qu'ils font et qu'ils et elles font les passionne. Et après, ben, si elles ont la chance de le faire, ben, la réalité, c'est que non seulement être passionné par son travail, c'est pas suffisant pour échapper à toute une série de difficultés que rencontrent les travailleurs, mais même pire que ça, je dirais même que la passion, être passionné par son travail, en quelque part, nous rend encore plus vulnérables à tolérer certains rapports d'exploitation qui peuvent survenir. La logique, l'espèce de tyrannie du succès. Ben aussi, mais aussi du fait qu'on va dire, OK, ben je vais encore accepter de prendre cette gig-là qui est sous-rémunérée parce que, hey, c'est donc ça que je veux faire dans la vie. Puis, ça, je pense qu'il y a tellement d'artistes et de travailleurs de la culture qui pourraient te parler de ça, mais c'est vrai dans d'autres domaines aussi. Tu sais, un photographe à qui tu vas dire, hey, viens donc, on te paye en visibilité. Puis tu dis, OK, ah on ouais. On se fait beaucoup payer en visibilité, notre génération. Ouais. Ben oui, ça, c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de ça. Ce qui me fait dire que moi, ben non, c'est vrai que ce serait le fun que ce soit suffisant de faire un travail qui nous passionne, mais la réalité, c'est que c'est vraiment loin d'être suffisant. Je pense que beaucoup de gens aussi, d'après ce que j'ai lu, ont voulu te parler de leur épuisement au travail. J'ai l'impression que tu as ouvert une porte puis que les lecteurs étaient heureux de l'apprendre. Est-ce que tu penses que le burn-out est encore un sujet trop tabou dans lequel on ose trop peu mettre le pied? Ben moi, je pense pas. Je pense qu'on est très prompt à en parler dans une perspective individuelle et psychologisante. Hein. On va en parler comme une pathologie physique et mentale. Puis c'est bien qu'on ait été capable en partie de lever le stigmate par rapport à ça. Je pense qu'il y avait un vrai travail à faire qui de plus en plus se fait. Mais ce que je trouve troublant, c'est qu'on en parle rarement dans une perspective systémique, si on veut. Hein? On dit, ben oui, les gens travaillent trop, mais OK, mais est-ce qu'on s'est posé la question de ce qui fait en sorte que les gens, en amont de leur disposition psychologique et de leur bien-être personnel, est-ce qu'on s'est demandé c'était quoi qui avait conditionné? Est-ce que c'est leur unique responsabilité? Est-ce que c'est leur unique responsabilité? Voilà. Puis est-ce que c'est juste un dérèglement, est-ce que c'est juste comme un moment de maladie, etc.? Moi, je pense qu'il faut y réfléchir plus largement que ça. T'sais, moi, beaucoup de gens m'ont écrit des témoignages pour me parler de leurs conditions présentes. Puis deux choses qui ressortaient beaucoup, c'est d'une part, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, ben moi je suis aux études, puis la raison pour laquelle je travaille autant, c'est pour me les payer, mes études. Il y a eu de ça. Là, tu te dis, ah oui, OK, fait que peut-être qu'il faudrait qu'on parle d'accès à l'éducation. Ouais. L'autre chose aussi, c'est des femmes qui nous disent, parce que moi, ma journée de travail, elle finit pas quand j'arrive chez nous. Ouais. On s'est beaucoup obstiné dans les dernières semaines sur cette fameuse charge mentale. Mais il y a un lien, là. Ouais. Hein? Moi, je pense que... Puis, non seulement la charge mentale fait en sorte que les femmes font beaucoup plus de travail non rémunéré en plus de leur journée. Statistiquement, je veux dire, c'est indéniable. C'est ça. Elles en font plus. Exactement. Puis non seulement elles cumulent du travail non rémunéré en plus de leur journée de travail dans la sphère domestique, mais qui aussi qui travaillent dans les secteurs où il y a des coupures. Où il y a des coupures déjà, mais où aussi on fait du travail de soins. C'est-à-dire, c'est la santé, c'est l'éducation, mais c'est qui? C'est des femmes qui sont là. Puis ça, c'est un autre des points aveugles dont on parle jamais. Hein? On n'est pas tous égaux face à l'épuisement. Puis souvent, des personnes qui sont déjà dans une posture marginalisée par ailleurs dans la société, vont aussi être les personnes qui s'épuisent davantage. Hein? On dit, les femmes, OK, mais là, une des solutions qu'ont trouvé les femmes, c'est d'avoir de l'aide domestique. Qui fournit cette aide domestique-là? C'est souvent des femmes au statut migratoire précaire. C'est souvent, fait que c'est comme si, avant de juste parler du burn-out comme maladie mentale, c'est important d'en parler et de briser les tabous entourant de ça, mais je pense qu'il faut avoir énormément de réflexions en amont sur l'organisation du travail puis sur les rapports d'exploitation qui traversent la société. Une réflexion intéressante a d'ailleurs été entamée par RAD, une filiale de Radio-Canada, puis je veux juste inviter les gens à aller lire leur dossier sur le burn-out quand on est jeune. C'est en partie écrit par Pascal Harrison et Mathieu Papillon. Et c'est
fantastique dans une entrevue faite par Pascal Harrison avec la chercheuse Jennifer Pettiglieri. On parle du fait qu'on demande beaucoup aux jeunes adultes, aux jeunes travailleurs d'être authentiques. Hein, on aime votre authenticité, mais soyez pas trop authentique quand il s'agit de révéler vos angoisses ou votre fatigue. Ouais. on demande beaucoup de camouflage, puis ça aussi, c'est fatigant. Ça aussi, c'est épuisant. Absolument. Mais quand je disais qu'on nous encourage agressivement à sourire, puis ben c'est ça. C'est aussi de masquer les choses qui nous rendent inconfortables et puis de le ramener à soi, de dire OK, ben c'est moi le problème. Donc je vais juste. Alors que non, c'est pas toujours soi le problème. OK, il reste beaucoup de choses dont il faut jaser, mais il faut le faire collectivement. Donc je vais terminer mon entrevue avec toi en te demandant, prends-tu des vacances cet été? Oui, je prends des vacances cet été et, au mois d'août, je m'en vais aux îles de la Madeleine et en Gaspésie en auto. Tu fais bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. On te suit bientôt sur urbania.ca, puis on te suit partout parce que tu travailles beaucoup. Pas pire.